Au lendemain de la proclamation des résultats donnant Ali Bongo vainqueur de la présidentielle du 27 août, la situation est toujours explosive à Libreville. Pour réprimer les manifestants qui dénoncent une mascarade électorale, le pouvoir n'a pas hésité à user de la force et à arrêter des opposants. L'appel au calme lancé par la communauté internationale ne semble pas entendu et le pire est à craindre. Albert Bourgi, bonjour. Bonjour. Comment en 2009, l'histoire semble se répéter, la victoire d'Ali Bongo est contestée. Êtes-vous surpris par la tournure que prend cette crise post-électorale ? Surpris, oui et non. Surpris dans la mesure où on avait l'impression que, du moins, les apparences montraient une espèce de volonté d'organiser un bon scrutin, un scrutin, pour une fois en tout cas, incontestable. C'est pour ça qu'il y avait une espèce de, un petit optimisme. Mais en revanche, ce à quoi on assiste aujourd'hui surprend d'autant plus que les moyens les plus invraisemblables sont aujourd'hui utilisés par Ali Bongo. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui une espèce de chasse à l'homme, même qui est organisée dans la capitale. Et au-delà de cette chasse à l'homme, il y a tout simplement une volonté de répression la plus brutale possible, histoire tout simplement de garder les rênes du pouvoir de manière bien sûr totalement antidémocratique. Mais est-ce que la virulence de cette crise ne s'explique pas aussi par la nature des relations qu'ont entretenues les deux candidats, Jean Ping et Ali Bongo ? Je crois pas que ça tienne à la personnalité, par exemple, de Jean Ping face à Ali Bongo. Ali Bongo aurait certainement procédé de la même manière avec n'importe quel adversaire, qui aurait été désigné par une coalition de partis, par un groupe disons, de personnalités politiques, ce qui est le cas notamment aujourd'hui de Jean Ping. Je crois que Ali Bongo est au pouvoir. Il est arrivé, il ne faut jamais oublier qu'il est arrivé au pouvoir de manière totalement subversive, moi j'appelle ça totalement subversive, en 2009. Totalement, au lendemain du décès de son père. Absolument. Donc en 2009, il a été élu à la suite véritablement j'ai envie de dire, d'un chaos électoral, à savoir que la fraude était présente en amont comme en aval du processus électoral. Et bon, cette fois-ci, il s'est dit, au fond, il y a Jean Ping en face de moi, Jean Ping qui connaît très bien les rouages, bien sûr, de la vie politique gabonaise, et qui a su, en tout cas, rallier autour de sa personnalité, autour de son nom. C'est une première, d'ailleurs. Oui, c'est une première. Tous ceux qui, à un titre ou à un autre, en tout cas, ont marqué l'histoire politique du Gabon. Moi, on en vient à se demander, au fond, si le Gabon, comme d'autres pays d'Afrique centrale, n'est pas frappé d'une malédiction politique. Oui. C'est pas possible. Incapable. Parce qu'on voit bien que depuis l'avènement du multipartisme en 1990, aucun pays d'Afrique centrale n'a connu une élection apaisée. Absolument. Bien sûr, quand je parle de malédiction pour le Gabon, on pourrait l'étendre à toute l'Afrique centrale. Quand on compare la situation qui prévaut aujourd'hui en Afrique centrale et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on est à milieu véritablement de cette Afrique qu'on nous présente bien souvent de manière globale, soit Afrique totalement antidémocratique, soit Afrique incapable de se prendre en main, etc. etc. Mais à quoi tient cet échec de la vie démocratique en Afrique centrale, selon vous ? L'échec, me semble-t-il, tient au fait qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de personnalité véritablement politique, de personnalité politique ouverte en quelque sorte à cette volonté d'instaurer un minimum de démocratie. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui le sont depuis quand même des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'ils ont transformé tout simplement leur pays, pardonne-moi l'expression, transformé en pompe à Afrique, une pompe Afrique. Et puis à partir de là, ils ne se soucient pas en tout cas de ce qui se passe véritablement au sein de leur pays et notamment de ce que pensent véritablement leurs nationaux. Et on est, si vous voulez, dans une espèce de carcan politique où l'exercice du pouvoir solitaire est la marque tout simplement de fabrique de cette Afrique centrale. Quand on voit par exemple, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, on n'a même pas besoin de citer les États d'Afrique centrale, ces États, chacun d'entre nous les connaît, y compris des... À l'exception de Sao Tomé et Principe quand même, où on a vu depuis une dizaine d'années des alternances. Oui, Sao Tomé et Principe, c'est Sao Tomé et Principe. Est-ce que c'est un véritable État? C'est une question qui est à poser. Alors qu'ailleurs, au Congo-Brazza, il y a une histoire politique. Sao Tomé n'a pas. Le Cameroun, pardonnez-moi, une histoire politique. Il y a eu des enjeux politiques pendant ces 40 dernières années. Ils ont été complètement brisés, ces enjeux politiques et ces aspirations démocratiques.
Alors qu'en Afrique de l'Ouest, depuis 1990, il y a eu non seulement des conférences nationales réussies, il y a eu des évolutions extraordinaires. Il n'y a pas simplement que le Bénin, il y a bien sûr des alternances. Le Bénin, le Sénégal, le Burkina. Le Burkina, bien évidemment. Même s'il a fallu pousser dehors Blaise Compaoré, il est parti et le peuple a eu raison finalement d'une espèce de pouvoir qui était un pouvoir absolument autoritaire et qui n'acceptait pas la moindre ouverture démocratique, contrairement au discours que Blaise Compaoré à l'époque ne cessait bien sûr de servir aux Burkinabés. Alors pour revenir au cas du Gabon, est-ce que l'opposition n'a pas failli en se focalisant sur l'acte de naissance d'Ali Bongo, alors que l'enjeu c'était de dénoncer le processus électoral qui est entièrement contrôlé par l'administration du PDG. Oui, mais je crois qu'il ne se serait pas focalisé sur l'acte de naissance d'Ali Bongo. Les choses se seraient passées exactement comme elles se passent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, à l'intérieur même du système qui a été mis en place par Ali Bongo, il y avait une volonté. Un système qu'il a hérité de son père. Hein. Oui, mais qu'il a hérité de son père. Son père avait quand même... Il y avait de la subtilité. Il y avait de la subtilité, il y avait des façons de faire qui n'étaient pas nécessairement brutales, même si l'argent jouait un rôle important, alors que lui, dans son cas, il se croit en quelque sorte investi d'un pouvoir qu'on ne peut pas aujourd'hui lui contester, qu'aucun Gabonais ne peut lui contester. Donc, au fond, je crois que lui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il devait arriver, il était convaincu qu'il allait, au fond, surmonter justement les difficultés du scrutin présidentiel actuel. Albert Bourgi, que penser de ce communiqué du Parti socialiste au lendemain des premières estimations qui donnait Jean Ping devant Ali Bongo avec 60 000 voix? Oui, mais je veux dire simplement que ce communiqué était le bienvenu, parce qu'au fond, ce que dit ce communiqué, c'est que c'est vrai qu'il y avait une avance, mais sans véritablement prévoir une victoire de Jean Ping. Je crois qu'à travers ce communiqué, c'est la volonté, si vous voulez, du Parti socialiste d'appeler justement les Gabonais à la retenue, quel que soit d'ailleurs le candidat, aussi bien Jean Ping que, bien évidemment, Ali Bongo. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes qu'on a pu observer, en tout cas, du côté français, du côté tout simplement politique français. Alors, Paris, Bruxelles et Washington appellent à la retenue. Pas de son, pas de réaction de l'Union africaine et encore moins des capitales voisines de Libreville. Oui, les capitales voisines de Libreville, elles se sentent directement visées en Afrique centrale, parce qu'on se dit, si Ping passe de cette manière et finalement demain, a raison, ça sera notre tour. Bien sûr, a raison du pouvoir en place qui voulait bien sûr perdurer, ça sera notre tour. Ça sera notre tour et il y a des élections qui doivent intervenir prochainement dans des pays d'Afrique centrale où peut-être aussi surgira un Jean Ping local qui permettra sans aucun doute ma foi, de finir par déstabiliser ou rendre amorphes, en quelque sorte, les capacités de réaction du pouvoir en place. Mais difficile de faire bouger le pouvoir en place quand on a un scrutin à un tour. Oui, alors là, je dirais que c'est une singularité gabonaise. Hein. C'était Bongo qui l'avait plus ou moins, disons, mise en place. Elle existe aussi dans d'autres pays. Hein. Elle existe dans d'autres pays, mais dans le cas du Gabon, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir à l'esprit que le Gabon, c'est combien d'habitants? 1,5 million. 1,6 million, 700 000 habitants. Un pays moins étendu que les autres pays d'Afrique centrale, mais un pays aux richesses considérables, notamment le pétrole. Même si les cours du pétrole aujourd'hui sont en baisse. Même si les cours du pétrole sont en baisse, et je dirais qu'à la limite, si Ali Bongo peut-être a perdu un petit peu de sa superbe dans son espèce d'espace politique, c'est parce qu'il a beaucoup moins de moyens qu'il en avait en 2009. Mais on a vu quand même le déploiement de moyens bien sûr, de la campagne. Le moyen de la campagne, je crois qu'il en aurait fait beaucoup plus encore, puisque la première fois, c'était la première candidature, c'était en quelque sorte le décès du père, le fils pouvait à la limite passer, mais vu son bilan depuis qu'il a été élu en 2009, je crois qu'aucun Gabonais sérieux, et aucun Gabonais, en tout cas, qui voulons, bien sûr, défendre les intérêts de son pays, ne peut s'aligner derrière Ali Bongo. Alors, le pouvoir n'envisage pas de recompter les procès-verbaux, comme le demande la communauté internationale, notamment l'Union européenne. Alors, comment sortir de cette crise? Oui, recompter les voix. Or, c'est la seule manière, vous savez, Denise, tout au moins de surmonter
et de trouver précisément des remèdes à cette crise. On aurait pu peut-être éviter le pire en Côte d'Ivoire si on avait aussi peut-être procédé à ce recomptage des voix dans les bureaux de vote. Or aujourd'hui au Gabon, si cela est refusé, eh ben, je pense sincèrement que dans un pays comme le Gabon, les choses peuvent tourner très mal. Malgré tout, Albert Bourgi, quand on voit le pourcentage des voix, 49% pour Ali Bongo, 48% pour Jean Ping, l'écart est très serré. L'écart est très serré. Et en réalité, cet écart serré est un petit peu aussi à la mesure du pays, de l'électorat, enfin de l'importance de l'électorat gabonais. Il faudra revenir à cela. Et peut-être justement le pouvoir d'Ali Bongo ne pouvait pas aller aussi loin que ça pouvait être le cas, par exemple, lors des précédentes consultations électorales. Je crois que cette différence tient au fait, tout simplement, que l'opposition, en tout cas Ali Bongo, était mieux organisée, mieux structurée et certainement beaucoup plus attentive à l'organisation du scrutin, aussi bien en amont qu'en aval, justement, de l'élection présidentielle. Mais il reste quand même que le processus électoral était plus favorable aux partis au pouvoir, parce qu'on voit bien les moyens déployés pendant la campagne, l'accès aux médias et la liste électorale. Mais oui, mais je crois que tout ça est vrai, ce que vous dites là, Denise, mais retenez tout simplement que les Gabonais ne voulaient plus. Il y a eu un rejet véritablement au cours des deux ou trois dernières années, un rejet de la personne d'Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui est visé. Sociales, ouais. Bien sûr, c'est lui véritablement qui est visé directement. C'est pas le fait qu'il soit un Bongo, c'est qu'il ait véritablement dévoyé la fonction présidentielle par ses méthodes particulières et puis bien évidemment par la gabegie qui entoure justement l'exercice du pouvoir.